Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à Crystal Lake. Aujourd'hui, nous parlons de Vendredi 13, sorti en 1980 et réalisé par Sean S. Cunningham, avec Adrienne King, Harry Crosby III, Janine Taylor, Laurie Bartram, Kevin Bacon et Betsy Palmer. Je suis Mathieu et on raffole pas des niaiseux ici à Premier Visionnement. Alors aujourd'hui, on commence une série. C'est un genre de double série que je veux faire. La série là, des Vendredi 13 ou des Jason pour certains. Puis la série des Les Griffes de la Nuit ou les Freddy, là, si vous préférez. J'ai comme combiné les deux un peu. C'est comme les deux slashers majeurs des années 1980 jusqu'à les 90. Il y a comme la montée du slasher puis la descente qu'on va voir dans le fond dans cette rétrospective-là. C'est sûr que j'aurais pu incorporer d'autres slashers au travers, où j'aurais pu commencer avant en parlant là, de Texas Chainsaw Massacre, où j'aurais pu parler de Psychose encore avant. J'aurais pu comme tout combiner ça ensemble. C'est sûr que ça aurait fait une super méga rétrospective, puis même rajouter les screams par la fin. J'aurais pu tout gosser avec ça, là. Mais je me suis concentré un petit peu plus par l'air, les deux principales slashers des années 80, puis on va comme voir tout sur l'espace de 20 films. Là. En tout cas, pour l'instant, il y a juste 20 films là, dans la rétrospective. Puis en même temps, eux autres, il y a un croisé là, vers la fin, où on va avoir un film là, que les deux personnages se trouvent dedans. Puis c'est un peu l'idée aussi de la rétrospective. C'est juste de voir comment que les deux, au courant là, des années, ils se sont comme relancé la balle, puis voir quel qui était le meilleur slasher. C'est une rétrospective que je veux faire chronologique, fait que on va comme tout suivre un peu l'évolution. Ça veut pas dire aussi que j'irai pas en arrière une bonne fois là, pour aller faire les psychoses. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Puis faire les Texas Chainsaw Massacre, puis les Scream, puis en tout cas toutes plusieurs séries au travers de ça. Là, c'est des choses que je veux faire éventuellement. Mais je me suis dit juste déjà faire 20 un podcast là. Un à la suite de l'autre, là, ça va être quand même beaucoup. Mais je dis c'est un à la suite de l'autre. Je veux pas faire ça pendant 20 semaines. Je veux faire ça là, tranquillement, pas vite. On va en sortir sensiblement là, peut-être un par mois. Là, je veux pas faire une grosse cadence. Là, je veux juste comme qu'on ait tout le temps quelque chose un peu là, qui vire là-dessus. C'est un peu pour ça aussi que je voulais peut-être pas arriver là, puis mélanger d'autres slashers au travers. Parce que je veux quand même faire d'autres choses au travers de ça. Là. Je ne veux pas nécessairement juste parler de slasher pendant 20 semaines. Puis ça risque d'être pas mal le format là, que je veux faire là, pour les futures séries que je vais couvrir. On va probablement couvrir ça là, sur plusieurs mois. Là, ou plus moins couvrir des séries directement là, semaine par semaine. Je veux juste tout le temps un peu intercouper là, les affaires. Puis qu'on puisse avoir un peu là, de changement par semaine. Fait que des fois, on peut écouter une série. Puis aller voir autre chose, puis revenir un peu plus tard. Puis ça, c'est quelque chose que, au pire, là, si mettons il y a quelque chose, vous avez des idées, vous pouvez me commenter, là, envoyez-moi un courriel, commentez sur Facebook, Twitter. N'importe quoi, là, les idées sont toujours bienvenues. J'en profite en même temps pour parler du site internet. Il y a un site internet là, maintenant là, que vous pouvez aller voir là, pour premier visionnement. Il sert plus à vous aider là, à tout revoir un peu le catalogue. Puis c'est ça, je vais tout le temps le mettre à jour. Puis c'est ça, fait que là-dessus aussi en même temps, là, vous pouvez voir là, des films que je travaille dessus. En tout cas, toutes les affaires, là, vous fouillez un peu. Il y a même une place où je marque quelque chose comme disponible bientôt. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir des choses qui s'en viennent. C'est pas nécessairement des choses là, qui ont été enregistrées ou qui ont été préparées là, encore. Là, c'est des choses que je travaille dessus. Fait que c'est ça des choses. Ça veut rien dire là, en fait timeline. Ça peut sortir dans 6 mois comme que ça peut sortir
la semaine suivante, mais c'est juste des choses que je travaille dessus. Des fois, c'est juste que je commençais plus à récupérer des films ou des fois, il y a des séries que je veux faire, mais il manque des films un peu au travers, puis le temps de les commander, puis pouvoir avoir toute la filmographie complète, c'est quelque chose là, qui demande du temps aussi, le temps de les recevoir, puis le temps de les visionner, puis faire la recherche, tout ça. Fait que quand même, ça vous donne un peu une idée d'où est-ce que je veux m'en aller, puis vous préparer des fois. J'aimerais ça aussi parler de juste en petite question technique, juste n'oubliez pas de liker ou au moins de suivre Premier Visionnement là, sur Facebook ou Twitter. Je poste tout le temps les nouvelles épisodes une fois qu'ils paraissent. Ben, en même temps aussi, vous pouvez des fois suivre sur Podbean ou d'autres logiciels tierces, là, mais c'est sûr que c'est quasiment préférable là, de suivre sur Facebook. Dans ce temps-là, vous savez tout qu'est-ce qui se passe. En même temps, des fois, je publie des affaires, là, des questionnaires. C'est des choses que j'ai commencé à faire pour essayer de vous impliquer un peu, de savoir un peu là, vos goûts. Qu'est-ce que je peux m'en aller, des directions que je pourrais aller là, pour avoir des idées. Parce que des fois aussi, j'oublie des affaires. Là. Je suis pas Dieu le Tout-Puissant. Puis des fois, pour avoir une idée là, pour une future série ou juste un film par-ci par-là. Là, en tout cas, fait que, les idées sont toujours les bienvenues. Fait que je sors l'idée. Alors, c'est ça pour ça. Le film d'aujourd'hui, c'est un film qui a été créé sensiblement là, par quelqu'un qui voulait quasiment embarquer dans le business, mais il cherchait quelque chose à faire. Avec la mentalité que si on réussit à faire un petit hit, on fait de l'argent, puis finalement, ben, avec cet argent-là, ben, on peut faire d'autres films, puis en faisant d'autres films, on fait d'autres argent, puis tout ça. Fait que le monsieur Sean S. Cunningham, qui est le réalisateur, il a eu juste l'idée de même de faire un film d'horreur qui s'appelle Vendredi 13, puis qu'il allait être le film le plus épeurant qu'elle existait. C'était un poster, ça a été juste une idée qui a été envoyée. On n'avait pas de script, on n'avait rien du tout. On a juste eu l'idée Vendredi 13, le film le plus épeurant que vous allez voir. Puis en plus, à partir avec cette idée-là, ben il s'est donné là, vraiment genre quelques mois pour développer le film, engager les acteurs, puis le sortir au cinéma. Tout a commencé de zéro, puis ça a été fait en quelques mois. Fait que pour Sean S. Cunningham, une fois qu'il a vendu l'idée au producteur, ou plutôt au distributeur, ben, une fois que l'idée est vendue, ben, il faut réussir à faire à rendre le produit. Fait que il s'est tourné sur un monsieur, là, Victor Miller, que lui, il a étudié sensiblement le film d'horreur Halloween. Il a pris pas mal toutes les idées, là, que ce soit la fête, l'idée d'un tueur, puis l'idée des adolescents. C'est pas mal ces idées-là à la base. Puis dans le fond, il a juste comme changé l'endroit là, que l'action se déroule, puis il en a refait un autre film. Mais c'est carrément là, un volage là, de l'idée de Halloween au total. Là. Mais le but, c'était juste de faire un peu d'argent puis pouvoir donner de l'argent là, aux distributeurs. Puis finalement, ben, c'est ça, de pouvoir aller faire d'autres films, en guillemets, meilleurs par la suite. Puis ça, ben, tu sais, tout le monde en arrière là, sont pas mal très transparents avec ça. Ils disent vraiment qu'ils ont pris Halloween, là, puis qu'ils ont vraiment tout étudié ce qu'il y avait dans ce film-là. Là, puis quelques éléments ailleurs aussi. Là, on va en parler un peu tantôt, là, des éléments de psychose, puis un peu d'autres films, là, mais on va en parler tantôt. Mais c'est ça, ils sont vraiment très transparents là-dessus, qui ont volé les idées. Puis tout le monde est rentré avec cette idée-là. Ils ne s'attendaient pas nécessairement à avoir quelque chose là, qui allait comme pas mal définir là, le genre des films d'horreur là, pour plusieurs années à venir. Fait que l'idée du film, c'est... T'sais, on n'a pas de personnages là, qui sont vraiment approfondis. On va avoir beaucoup là, de personnages là, que c'est plus des genres de caricatures. C'est des personnes ou des avatars avec juste une idée. Qu'on peut un peu savoir c'est qui le personnage, mais on ne cherchera pas à avoir des grosses idées sur les personnages. Là. Il n'y aura pas de personnage vraiment là, qui va avoir un personnage là, qui va avoir eu un changement là, dans toute l'histoire. C'est comme tous des personnages on pourrait voir n'importe où au courant là,
de notre vie, on va juste croiser de même, puis que soit bien, ou que soit bon, ou que soit machin, ben. Peu importe qu'est-ce qu'ils ont dans la vie, ben ils pourraient se faire tuer n'importe quand. Il n'y a pas d'idée que plus il est bon, ben plus il va s'en sauver. Là. C'est vraiment comme n'importe qui pourrait être en danger. Puis c'est ça qu'ils ont voulu passer. C'est juste des n'importe qui, puis que en bout de ligne, ben, ça l'aide beaucoup, en fait, là, de pouvoir s'identifier avec les personnages assez rapidement, mais pouvoir se placer dans un personnage, puis juste vite comprendre là, qu'elles sont en péril. Là. Mais tu sais, sont juste identifiables là, assez rapidement, puis on laisse l'opportunité à l'acteur, là, dans le fond, là, de créer son charme ou de juste développer, là, voir si, mettons, on l'aime ou pas. Puis que, ultimement, ben, qu'il ait demandé ou qu'il n'ait pas demandé, il pourrait se faire tuer. Il est très reconnu que souvent la survivante, c'est une vierge. Ben, on va apprendre tout de suite assez rapidement là, au début de ce film-là que Alice, qui va survivre, ben, elle a eu une affaire avec Steve qui essaie de rouvrir le camp. Puis par le fait même. C'est aussi reconnu comme que les personnes là, qui font un peu le bouffon puis qu'ils sont un petit peu moins sérieux dans leur affaire puis que soit ils vont sauter plus sur le sexe ou toute autre activité plus en guillemets rebelle, peut-être comme fumer ou faire des coups sur d'autres personnes, ben c'est souvent ceux-là qui vont se faire tuer. Ben pas mal tous les personnages là, même Alice puis tous les autres là, dans le film d'aujourd'hui, ben ils vont tout faire quand même ces activités là, puis finalement ben c'est ça, elle va survivre, puis les autres vont mourir là. Fait que l'idée est vraiment que n'importe qui peut mourir. Que ce soit quelqu'un qui est réservé puis qui il se mêle pas aux autres, ou que ce soit quelqu'un là, de trop extraverti. Fait que le film ouvre Crystal Lake en 1958. Remarquez que je le dis Crystal Lake, je pourrais dire le lac Cristal, là, mais pour faciliter les choses, je vais l'appeler Crystal Lake. Mais si vous voulez, vous pouvez déposer une plainte formelle sur ma page Facebook et me dire que je devrais dire lac Cristal. En tout cas. Fait que on a quelque chose comme des moniteurs là, qui vont jouer de la musique là, sur le bord d'un feu là, dans une cabine. Puis on voit qu'il y en a deux qui sont bien attirés un par l'autre. Puis finalement, ben ils vont partir ailleurs. Puis finalement, ils vont tenter là, d'essayer de se rapprocher puis faire des choses que ça a l'air qu'il y en a quelqu'un là-dedans qu'il sera pas content. Puis finalement, ben, ils vont se faire pogner, puis ils vont se faire tuer un à un. Manière assez directe de commencer le film. On sait que ça commence en 1958. Ça, dans le fond, ça va être un de nos seuls liens là, de comprendre un peu ce qui s'est passé. Puis que ça, c'est la mère là, de Jason là, qui va être la tueuse. Là, mais c'est un de nos seuls liens qu'on peut comprendre vers la fin. Puis c'est un peu un des seuls indices qu'on nous a donné. Mais en même temps, là, de commencer avec 2 meurtres en partant, c'est comme un peu là, pour nous déstabiliser. La musique, là, les chansons qui jouaient, tout ça, c'est tout quand même assez joyeux. Il n'y a rien là, de méchant ou sombre dans l'ambiance. Là. C'est juste qu'ils sont dans le noir. Puis c'est quand même assez claustrophobe comme endroit. On le voit que c'est comme tout isolé. On est dans une petite cabine dans les bois, dans le fond. Là. Mais toute juste la mise en scène là, pour le début, là, moi je trouve que c'est une manière parfaite. C'est quand même un film qui reste dans sa globalité pas très très explicite, là, surtout par les standards d'aujourd'hui. Là. Souvent on voit quelqu'un on va voir quasiment sa face faire une réaction, puis après ça ben, on va couper, puis on va voir un autre plan où la personne tombe à terre. Ça va arriver souvent. C'est plutôt rare qu'on va voir vraiment le meurtre en direct. Il y a juste quelques occasions. Là, on va en parler tantôt, mais pour le début, ben, c'est juste le premier on va juste y voir une réaction faciale, puis après ça, on va le voir comme tomber à terre avec du sang sur le ventre. Puis la deuxième, la fille qui était avec, ben, on va juste la voir crier, puis c'est tout.
Puis en même temps, je trouve que, tu sais, au début, on voit pas trop grand-chose. Puis, tu sais, plus on va avancer dans le film, ben, c'est ça, on va voir peut-être plus de meurtres brutal. Puis je trouve que juste comme commencer avec quelque chose de basique, puis quasiment censuré, là, comme je dis, on ne le voit pas l'action arriver. Je pense que c'est peut-être une belle manière là, de juste comme tout le temps construire par-dessus, puis construire, etc. Puis aussi, je pense que ça va arriver une couple de fois là, au travers de la série. Je trouve ça intéressant le fait qu'eux autres, au lieu de faire un fade to black, s'en aller vers un écran noir, ben souvent cette série-là vont tout le temps aller vers un côté là, plus fade to white ou quelque chose de même. On va s'en aller plus vers un blanc. Je sais pas si c'est un signe là, comme pour montrer là, la personne s'en va vers la lumière. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est quand même assez frappant pour ce choix-là. Là. Normalement, c'est ça. C'est rare qu'on va vers le côté blanc. En fait, de film, souvent, là, ben, c'est ça, on a un écran noir, puis après ça, on en reparle. Là. Fait que c'est un choix intéressant en partant. Fait que on a le générique d'ouverture. C'est sûr qu'on peut pas parler là, de cette série de films-là sans parler là, de la musique de Harry Manfredini. La musique, elle va rappeler un peu la musique de Psychose, mais je dirais que, contrairement à la musique de Psychose, la musique de Vendredi 13, c'est pas une chanson qu'on est capable de comme chanter. Là. On n'est pas capable de vraiment trouver une mélodie. Elle n'a pas vraiment de mélodie. C'est plus un son qui est plus stressant. C'est juste les violoncelles ou les petits violons qui sont tout le temps nous mettant sur le nerf. Mais tu sais, essayer de mettre vraiment une mélodie là-dedans, je trouve ça un petit peu. Tu sais, ça chante pas en soi. Là. Mais sauf que Manfredini, il va faire sa job. Puis ça va être un gros joueur dans l'univers là, de Vendredi 13. C'est lui qui va nous faire l'ambiance, un peu comme John Carpenter il avait fait dans le film d'Halloween. Oui, la musique d'Halloween, là, elle va être forte pour l'ambiance aussi. Mais en tout cas, écoutez mes podcasts sur Halloween. Puis j'en parle, mais c'est le même principe pour Manfredini. Puis Manfredini, ça va être pas mal lui qui va être là une grosse partie de la série. Puis aussi, ben, c'est à lui qu'on doit c'est à lui qu'on doit ça. Ça va comme devenir un peu pas mal la marque de commerce audio de la série Vendredi 13. Comme qu'on va faire les griffes de la nuit, là, quand les filles qui chantent la chanson là, en jouant de la corde à danser, ben ça va comme devenir une marque de commerce pour Freddy. Fait que tu sais, chacun a comme les marques de commerce, là, puis c'est ça là c'est pour pas mal là, celle-là de Vendredi 13. Fait qu'on ouvre vendredi le 13 juin 1980. On est rendu 22 ans plus tard. On va rencontrer le personnage de Annie qui cherche un transport pour aller travailler au camp qui va rouvrir là, à Crystal Lake. Puis elle va se trouver un transport. Aussi, elle va croiser Ralph, c'est comme le fou du village. Puis il est tout le temps en train de radoter. C'est juste en même temps là, pour comme signaler à notre personnage là, qu'il y a peut-être du danger là, à venir. Si mettons, ben lui, il l'avait pas dit, ben même le trucker qui dit que Ralph il est fou, mais lui en même temps il est quand même en train là, de qu'est-ce qu'il dit. Il parlait qu'il y a eu un petit garçon qui s'est noyé en 57. L'année suivante il y en a 2 qui ont été tués en 58. Puis ils ont essayé un peu plus tard là, de rouvrir le camp. Puis l'eau était toute sale. Puis dans le fond le camp il est maudit. Puis il devrait pas le rouvrir. Fait que le trucker va la laisser. On va remarquer un endroit là. C'est au New Jersey, dans le fond, là, Moravian Cemetery, Hope, New Jersey, c'est ça qui est écrit, dans le fond. C'est un endroit qui existe vraiment. Là, fait que on sait qu'on est au New Jersey quand on en regarde bien. Puis là, ben, à partir de là, elle va se diriger à pied. Puis pendant ce temps, pendant qu'elle est en train de marcher, ben, finalement, il va y avoir un Jeep bleu qui va la ramasser pour continuer sur sa route. Puis là, ben, c'est ça, tout la bien aller. Quand finalement, ben, la Jeep bleue, elle passe tout droit là, sur la sortie là, pour aller au camp Crystal Lake. Puis finalement, ben, c'est ça, la tension va augmenter. Puis finalement, elle va sauter en dehors du Jeep. Puis éventuellement, elle va être tuée.
L'idée, dans le fond, là, c'est un peu une idée là, qui avait été tirée là, du film Psychose, où on suivait le personnage là, de Janet Leigh. Puis pendant genre une demi-heure, ok, ça sera pas une demi-heure pour ce film-là, mais c'est un peu l'idée là, qu'on a notre personnage là, qu'on suit pendant un certain bout. Là, parce que ça va être intercoupé là, par d'autres personnages là, qu'on a eu la rencontre un peu. Là, je vais en reparler dans 2 minutes. Mais c'est ça, l'idée était de ça, qu'on pense que notre héroïne là, du film, là, ça va être Annie, puis finalement, ben c'est ça, elle se fait tuer. Puis contrairement à ce qu'on a vu tantôt, ça va être graphique, on va vraiment voir qu'elle va se faire couper la gorge, contrairement là, aux deux autres personnes qui se sont fait tuer au début. Je trouve que peut-être c'est ça là, justement qui fait un peu l'impact. Annie, elle a l'air toute bien fine, puis elle a l'air toute bien naïve, puis je trouve que ce personnage-là est important pour comprendre que n'importe qui peut mourir dans le film. Puis en même temps, ben c'est ça, elle se fait tuer comme plus sauvagement, parce qu'en même temps, on le voit, on est plus dans le visuel. Là. C'est pas qu'il n'y a jamais eu de meurtre visuel là, avant, c'est juste que ce film-là essaie de juste un peu se concentrer là-dessus, là, sur le fait que c'est plus gratuit. Au début, j'ai nommé aussi les personnes là, qui sont les acteurs du film. Je viens de parler de Harry Manfredini. Mais il faut que je parle aussi d'une autre star du film qui est en arrière, mais que tout son travail est à l'écran. Monsieur Tom Savini, c'est lui que, dans le fond, qui va faire toutes les sculptures, là, les masques ou tous les trucages, dans le fond, là, de caméra, là, les gorges coupées, tous les meurtres, là, tout ce qui est prosthétique, tout ça. C'est lui qui est en arrière de ça, puis c'est lui qui va être pas mal là, la force là, de la série là, des Vendredi 13, là, surtout là, dans les quelques premiers. Ils ne seront pas là tout le long de la série, mais en tout cas, pour le film d'aujourd'hui, de toute façon, c'est juste ça qu'on parle. Ça va être pas mal là, la distinction là, pour le film. Savini, il a travaillé sur d'autres films aussi. Là, avant, là, il a travaillé sur des films de George Romero, là, sur des films de zombies, tout ça. Mais là, c'est ça, on met plus l'emphase sur le meurtre que sur un attaque de zombies. Là. Le but est plus de montrer le meurtre ou comment que tu peux te faire tuer, puis d'essayer de truquer l'auditeur ou le téléspectateur. Parce qu'il faut pas oublier que dans le temps, il n'y avait pas d'informatique, fait que c'était tout fait à la baie, puis c'est toutes des affaires placées. On va leur parler un peu plus tard, là, mais il faut que les choses soient construites, puis souvent, c'est juste tout le temps pour tromper l'œil à quelque part, puis c'est ça qui va faire là, que un peu cette série-là, elle va être démarquée des autres là, par ses meurtres. Fait que, en tout cas, fait que Annie, elle est tuée, puis on est laissé avec tous nos personnages là, qui sont au camp. On va avoir eu l'introduction là, de Jack qui est joué par Kevin Bacon, sa blonde Marcy, puis un de leurs amis Ned qui arrive à Crystal Lake. Ça va être joué avec. C'est comme s'il écoute une musique de country rodeo, je sais pas trop. Là, c'est juste pour montrer que. Sont flyés, puis ils sont là pour s'amuser. Là. Il va arriver à Crystal Lake, puis on va voir l'introduction de Alice et de Steve. Que c'est ça, eux autres, on va savoir qu'ils sont amants, puis ils ont eu quelque chose, mais c'est chambranlant leur affaire. Puis c'est ça, un peu plus tard, on va voir l'introduction là, de Bill et Brenda. Éventuellement, c'est ça, Steve va devoir partir en Jeep bleu, que dans le fond, ça va faire un peu là, l'élément là, meurtre et mystère là, du film, puis savoir c'est qui le meurtrier. Lui, il va partir avec un Jeep bleu, puis Annie va avoir été ramassée par un autre Jeep bleu qui est pas mal la même marque, mais juste la plaque est pas pareille si on l'a remarqué. Là. Mais tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas la chance là, de quand on va au cinéma, mettons, là, tu peux pas peser sur recul, tu sais. Puis en même temps, il faut que tu le remarques. Là, si tu l'as pas remarqué, tu l'as pas remarqué. Puis même en l'écoutant après ça sur VHS ou sur bêta, que c'était plus le bêta, là, si on réussit à l'enregistrer dans ces temps-là, la résolution de l'écran,
te permettait pas vraiment de voir que c'était pas la même plaque. Fait que on essaie de placer là, plusieurs éléments aussi là, pour essayer de se poser la question c'est qui le meurtrier. Là. Fait que ça va être un majeur au début parce que Steve va partir puis on la verra quasiment pas là, avant la fin du film. Mais en même temps, ben, c'est ça va nous permettre là, à nos 6 moniteurs de les connaître. Il va y avoir comme plusieurs scènes. Ça va commencer par une scène où ils vont tous être en train de se baigner au lac. Donc, comme tout est en train de se niaiser, il y en a un qui va faire semblant là, qui se noie. Puis, ils vont se faire tous des mauvais coups un peu, mais c'est ça. C'est juste pour voir que l'ambiance est bonne avec eux autres. Puis, ils s'amusent sur place. On va les voir interagir dans la cabine. Il va y avoir eu même un serpent. Là, ça, je suis pas tout à fait pour ça. Là, en bout de ligne, là, il va avoir pris un serpent, puis il va le tuer là, pour le film. Là, il va avoir tué vraiment un serpent. Là, je veux dire, protectrice, l'association protectrice des animaux là, était pas en place dans ces temps-là. Mais en tout cas, juste tuer un serpent là, juste pour la caméra, je suis pas d'accord avec ça. Mais en même temps, le but, c'est pour montrer un peu d'ambiance. Est-ce qu'il y en met trop, par contre? Parce que en bout de ligne, ces scènes-là ne servent absolument à rien. C'est juste pour qu'on puisse connaître nos personnages puis un peu embarquer avec eux autres. Moi, je trouve qu'honnêtement, peut-être que il y a des affaires qui auraient été un peu restructurées, peut-être. Mais pour la générale, je trouve que ça donne justement là, l'idée que c'est des personnes qui sont comme vous et moi, là, c'est du monde normal, ils font leurs affaires, puis l'ambiance est bonne entre tout le monde, tout va bien, puis ça met un peu une 3 dimensions de la chose, puis qu'eux autres, ils font leurs petites affaires, puis ils profitent de l'endroit, puis ils se préparent là, à accueillir les enfants un peu plus tard. Puis ça revient un petit peu comme dans le film d'Halloween, là, où ce qui se passe des choses, là, où ce que Laurie Strode, elle va garder Tommy Doyle, puis Annie, elle va garder là, Lindsay en face. C'est un peu la même idée des choses. Ça apporte absolument rien au film. Mais c'est ça, je veux dire, c'est des personnages qui ont des choses à faire. Puis c'est ça, c'est pas tout coordonné en bout de ligne, qu'il y a un gros résultat, là, les choses qu'ils font dans tout le film, c'est juste vraiment des personnes qui sont ordinaires comme tout le monde, puis qui font les petites affaires, puis que finalement, ils sont à mauvaise place au mauvais moment. Là. On va avoir essayé là, de encore flouer les cartes un peu. Il y a un policier à quelque part là, qui va arriver au camp puis qui va dire qu'il recherche Ralph, le fou du village. Puis finalement, c'est ça, il va savoir garder. Dans un garde-manger, il était comme debout dans le garde-manger. Là. Ça fait toujours rire, dans le fond, qu'il attendait quoi, puis il se faisait combien de temps qu'il était dans le garde-manger, il attendait quoi là, t'sais. Mais je sais pas, peut-être qu'on aurait pu garder un peu le suspense un peu plus long. Là, ça aurait peut-être pu un peu avant que Steve parte, peut-être, là, ou juste après, là, qu'on sache que peut-être que Ralph était dans le coin. Parce qu'on sait qu'ils sont observés. Quand on était alentour là, du lac, puis on voyait qu'il y avait quelqu'un qui avait l'air à les observer, on avait vu une main passer là-dedans, puis c'est sûr, on sait qu'il y a quelqu'un qui est dans les champs, puis qui est toujours en train de regarder qu'est-ce qu'ils font. Puis tout ces plans-là, je trouve que ça l'ajoute beaucoup à l'ambiance du film. Ça met un peu la claustrophobie du camp. T'sais, on les voit comme dans l'action tout près. Tout a l'air à bouger. Mais quand on les voit comme l'autre bord du lac, le point de vue là, à Madame Voorhees, je trouve que c'est là où on se rend compte, ils sont comme tout seuls. Puis je trouve que c'est des choses qui sont très importantes au film, puis qui rajoutent juste des petites choses subtiles quand même. Mais que l'ambiance est merveilleuse là, pour le film. Fait que là, c'est là où, sensiblement, là, la plupart de moniteurs, ils vont tomber un à un. On va voir Ned, je sais pas, qui va paraître un peu comme déçu là, en voyant Jack et Marcy là, en train de s'embrasser. C'est comme, je sais pas, la manière que je vois ça, on dirait qu'il avait l'air à se demander si il y avait une chance avec Marcy, mais dans le fond, là, Jack, ça a l'air plus un de ses chums. Je sais pas trop, où il se sent seul en bout de ligne, là, ou peut-être qu'il voulait faire un trio, je sais pas exactement, tout à fait.
Ben, en tout cas, il va passer à autre chose assez rapidement parce qu'il va voir comme quelqu'un là, rentrer dans leur cabine là, où eux autres ils dorment. Puis finalement, ça va être la fin de Ned. On n'aura pas vu exactement ce qui s'est passé. Il y a juste une place où on va voir là, qu'il va avoir la gorge coupée, là, puis il va avoir été foutu là, dans le lit du haut. Là, quand éventuellement Jack et Marcy, ben eux autres, ils vont décider là, d'aller baiser ou faire l'amour là, dans leur lit. En bout de ligne, ça veut probablement dire que le lit du haut, c'était à Ned. En tout cas, je veux dire, ils sont là pour s'amuser. Là, puis en tout cas, fait que. Ils n'ont pas eu peur de se faire pogner, mettons, là, sachant que même Ned était probablement là, dans le coin parce qu'il n'arrêtait pas d'en parler juste avant ça. Là. Fait que des clichés qui vont comme commencer, là, pas nécessairement avec ce film-là. Là, on avait eu, même dans le Halloween, là, il y avait deux personnages dans un lit, puis finalement, ben, ils se séparent pour une raison ou une autre. Là. Marcy, elle doit aller à la salle de bain. En tout cas, c'est ça la raison qu'ils vont donner pour ce film-là. Puis finalement, Jack, il va rester tout seul dans le lit. Puis il y a un bras qui va sortir d'en bas du lit puis qui va le retenir pendant qu'il y a une flèche qui va y passer au travers de la gorge. C'est sûr qu'avec du recul, on le voit là, que c'est vraiment une genre de prothèse là, qu'il y avait. Là, mais c'est quand même un meurtre là, que, il va être quand même assez marquant pour le film. Sans dire que c'est le meurtre là, de Kevin Bacon, là, l'acteur qui va être le plus reconnu là, dans tous les acteurs qui jouent dans le film. Rendu au temps d'aujourd'hui, là. Mais c'est juste l'idée là, d'utiliser un peu là, les peurs. Là, c'est ça que l'écrivain du film va avoir dit aussi, en utilisant comme toutes les petites peurs qu'on a là, quand on est enfant. Là, c'est le monstre en dessous du lit, la peur du noir, plus affaires de même. Là. C'est juste, on joue avec ça. Ben, le monstre est en dessous du lit. Ben, c'était pas le monstre, là, mais en tout cas, juste avec l'idée. Là. Mais sauf que il faut quand même se demander, là, il faut que tu aies méchant un bras fort, pas à peu près, pour que le bras, il tombe quand Madame Voorhees est en tour, est capable de tout retenir Kevin Bacon de se relever. Puis savoir exactement où est-ce que son front est, il faut vraiment qu'elle soit bien placée. Là, fait que, moi, j'imagine juste où est-ce qu'elle essaie de mettre son bras sur lui, puis finalement, ben, elle fait juste frapper l'oreiller à côté. Là, en tout cas, fait que, c'était un petit peu chercher des détails, mais je trouve que c'est comme quasiment peu crédible là, en bout de ligne. Là. Mais sauf que ça reste quand même un meurtre que je trouve qu'il est efficace. Fait que il y a quelque chose qui est pas crédible, mais quelque chose qui est efficace. Fait que faites-en ce que vous voulez de ce que je viens de dire, mais c'est ce que je pense. Fait que Marcy est allée faire son petit pipi. C'est comme un peu loin dans le fond, là, me semble aller dans la salle de bain là, publique pour tout le monde. Je sais pas, elle aurait pu aller juste en arrière là, de la cabine. Mais en bout de ligne, il fallait que juste qu'elle soit ailleurs. En bout de ligne, ben, c'est ça. Elle va être dans la salle de bain, puis elle va avoir vu comme un mouvement dans une autre cabine. Puis finalement, ben, c'est ça. Elle va recevoir une hache dans la figure. C'est encore un autre meurtre. Il y a une coupure, là, mais je trouve que juste le résultat final, c'est encore marquant là, pour le film. Là, ça fait comme 2 en 2 là, que je trouve que le sens figuratif du meurtre, là, juste l'apparence, ben, je trouve qu'il est quand même assez bien réussi. Là, et pendant ce temps-là, ben, on avait, comme tous nos autres moniteurs, qu'eux autres, ils jouaient au strip Monopoly. J'essayais de comprendre un peu les règles, je sais pas exactement, là, en tout cas. Quand même une drôle de choses à jouer, là. Mais tu sais, c'est ça. Les personnages sont là pour juste s'amuser, puis juste faire n'importe quoi, puis c'est exactement ce qui s'est produit là, dans ces scènes-là. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est le personnage de Brenda qui arrive avec cette idée-là, puis on voit que c'est elle qui commence à avoir pas mal perdu tout c'était son argent, puis même peut-être son linge. Puis c'est drôle que quand il commence à pleuvoir, ben elle dit ben je pense que j'ai oublié des fenêtres là, dans ma cabine. C'est comme n'importe quoi pour s'en sauver. Elle cherchera jamais à revenir là, pour continuer la game à partir de là. On va la voir dans le fond qu'elle va aller là, dans la salle de bain pour tout de suite se préparer à aller se coucher après ça. Fait que j'ai juste trouvé l'idée drôle en bout de ligne. Là. C'est comme si l'idée y a retombé dans la face en bout de ligne. Là. Mais en tout cas,
Fait que elle va se préparer à aller se coucher, puis après ça, qu'elle va être dans son lit, finalement, elle va entendre crier à l'aide par un petit genre de petite voix d'enfant ou quelque chose de même. Je sais pas si ça va être vraiment la petite voix d'enfant ou si, mettons, c'est Madame Voorhees qui crie. C'est bizarre, mais je vais dire quand même que c'est une voix d'enfant. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont utilisé aussi là, pour faire les cris. C'est sûr que c'est un peu triché en bout de ligne. Là. Vers la fin du film, on va voir Madame Voorhees parler pour Jason, là, mais elle aura carrément pas la même voix là, que la voix qu'on entend là. Brenda, c'est ça, elle va sortir dehors, puis après ça, elle va aller essayer d'aller donner son aide là, où est-ce que la personne qui en a besoin. Puis finalement, ça va se terminer là, qu'elle va être placée en face de la cible pour lancer pour faire de l'arc, là, puis lancer des flèches. Ce qui est étrange là-dedans, c'est qu'elle va pas mourir de tout ça. En bout de ligne, on ne saura pas exactement de quoi qu'elle va être morte. Là, on va la voir un peu plus tard là, avec genre des cordes sur elle. Là, si tu fais étrangler à partir de là, c'est pas tout à fait clair. Là. Mais juste par la logistique, là, même au début, c'est ça, on avait Ned qui avait lancé de l'arc, puis il avait comme failli vraiment la tuer avec une flèche, là, tu sais, puis peut-être que c'est ça qu'on est supposé comme de penser, puis peut-être que c'est ça qu'on aurait dû avoir finalement, là, mais c'est ça. En tout cas, ça a comme pas rapport tout à fait, là, c'est juste bizarre là, qu'ils ont comme envoyé sur une idée, mais finalement, il n'y aura rien de ça, puis on verra pas exactement là, qu'est-ce qui se passe avec elle. Puis d'un côté, je trouve ça juste ça dommage en bout de ligne, parce que elle, puis le personnage aussi là, de Bill qui sont encore au camp puis qui vont se faire tuer, les deux on verra pas là, dans le fond là, leur manière là, de se faire tuer. Mais je vais revenir à Bill dans quelques minutes. On a Steve qui est sur son chemin de retour, que il est, je sais pas, il s'en allait juste genre en ville pour chercher là, des choses pour le camp, puis finalement, on est rendu le soir, puis il est genre au restaurant, puis il prend ça bien mollo, puis il commence à pleuvoir, puis il est pas encore en train de revenir, puis finalement, il se dit que c'est peut-être le temps qu'il commence à penser à revenir. Et finalement, il va être en panne ou il va avoir glissé puis pogné le fossé. Là, parce qu'il n'y aura pas de l'air d'être nécessairement là, dans la route. Là, une fois que le Jeep ne voudra pas partir. C'est ça un peu aussi qu'on voulait montrer. Là, on voulait fausser un peu les affaires là, avec la Jeep. Une fois que Steve était parti, on a eu tous les meurtres en se disant que peut-être que c'est Steve qui vient les tuer. Là, mais je trouve que juste même par logistique, là, c'est un peu nono là, pour le personnage qui s'en aille là, pour finalement comme revenir pour les tuer par en arrière ou en secret. Là, en tout cas, c'est possible, là, mais il y avait des manières plus faciles. Là, en bout de ligne, là, tant qu'à partir. Là, en tout cas. Fait que pendant qu'il est en panne, il y a une police qui va passer dans le coin puis que finalement, là, il va y faire un lift. Mais en bout de ligne, la police, elle va l'avoir approché, mais elle va le laisser quand même terminer sa route parce qu'elle va être appelée là, à aller ailleurs. Je sais pas exactement là, pourquoi que on devait vraiment là, comme tout rajouter ces étapes-là. Là. C'était peut-être un peu juste pour en rajouter un petit peu sur le personnage de Steve, parce que en bout de ligne, on n'a pas vu grand-chose sur le personnage de Steve. On l'a vu un petit peu au début, puis après ça, il est parti, puis là, tout d'un coup, il revient. On est supposé de penser que peut-être Steve va les sauver en bout de ligne, puis ça va être notre héros du film. C'est peut-être ça, en bout de ligne. Le problème, c'est que aussi, c'est d'essayer là, de me séparer là, de moi-même, dans le fond, parce que ce film-là, je l'ai vu peut-être, là, je devais avoir à peu près 6 ans la première fois que je l'ai vu, là, fait que rendu là, ça fait au-dessus de 30 ans là, qu'il est dans mon système, essayer de me le séparer, là, puis de le regarder objectivement, c'est un peu difficile. C'est pas que je suis pas capable exactement, mais je trouve que c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est ça. Éventuellement, le personnage de Steve, un peu comme les deux derniers que je nommais, là, Bill puis Brenda, lui, on va avoir juste le droit au moins d'avoir une expression faciale quand il va se faire tuer. Pas quelque chose là, d'explicite, là, comme qu'on avait vu là, pour le personnage de Jack et le personnage de Marcy. Fait que les personnages de Alice et Bill, c'est les deux seuls qui restent au camp.
Ils vont se rendre compte qu'ils sont tout seuls. Fait qu'ils vont commencer à chercher un peu partout, voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça, ils vont se rendre compte que les voitures sont en panne. Nous autres, on va voir que les lignes téléphoniques ont été coupées. Puis que c'est ça. C'est comme s'ils se doutent un peu qu'il y a quelque chose qui se passe de pas normal, là, mais en bout de ligne, il commence à être tard. En bout de ligne, on avait vu aussi que Brenda voulait se coucher. Fait que probablement qu'il était un peu pas mal les heures d'aller se coucher, là, mais c'est ça, il trouve personne en bout de ligne. Fait que il trouve ça louche, puis il veut essayer de comprendre. Éventuellement, Madame Voorhees, elle va couper le courant. Ce qui va amener à Bill de vouloir aller réparer la génératrice. Là. On avait vu la génératrice là, dans les scènes un peu plus tôt. Là, une des choses que ça servait là, de voir les scènes comme un peu élaborées qu'on avait vues vers le deuxième acte. Là. Mais c'est ça. En bout de ligne, ça sert absolument à rien. Là. Bill ne sera pas tué là, dans la génératrice, ou en tout cas, on ne saura pas exactement qu'est-ce qui se passe avec encore une fois. On sait que c'est lui qui va recevoir des flèches, puis en même temps, il va avoir la gorge coupée, il va être pas mal martyrisé au total. Puis ça va être pas mal le meurtre que j'aurais aimé ça quasiment voir en bout de ligne. Comment qu'elle l'a magané. C'est son corps en bout de ligne qu'on va voir un peu plus loin là, que Mme Voorhees n'a pas été bien gentille avec. Mais en tout cas, le but là-dedans, en même temps, ça laissait Alice tout seule. Puis elle va continuer à faire ses affaires tout seul. On va la voir que. Je trouve que la mise en scène en bout de ligne est correcte, parce qu'elle se réveille pas tout de suite, c'est comme elle cognait des clous, puis elle s'est endormie, puis là, tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle est toute seule, puis que Bill est pas revenu. Elle continue à faire ses petites affaires, puis là, finalement, elle se rend compte, hey, je suis encore tout seul, puis elle commence à aller faire ses petites affaires, puis aller se poser des questions ce qui est Bill. Finalement, c'est ça, elle va tomber sur le corps de Bill, puis là, elle va aller s'enfermer dans une cabine, puis essayer de bloquer la porte. Je sais pas exactement comment elle monte ça exactement. Il y a un bout où elle va essayer d'installer une corde pour tenir la porte d'ouvrir. OK, ça c'est correct. Elle va mettre un meuble devant la porte. OK, ça c'est correct. Mais tu sais, elle va comme ajouter une chaise par-dessus. Là. C'est comme un petit peu... n'importe quoi, mais je comprends qu'en moment de panique, tu peux comme un peu agir de faire n'importe quoi. Puis c'est ça qu'un peu elle dégage la scène, puis je trouve que c'est le fun de voir ça, puis on est capable d'être quand même avec elle, puis voir un peu son état d'âme juste avec ces petites choses-là. Il y a juste une petite passe où ce que Brenda, éventuellement, là, elle va être comme garochée par la fenêtre. Puis c'est ça, on voit qu'il y a comme une corde alentour de elle, puis qu'elle est comme pleine de sang, mais exactement qu'est-ce qui s'est passé avec elle, c'est pas clair. Puis ça, je trouve juste ça plate en bout de ligne. Là. Mais tout de suite après, on va voir qu'il y a un Jeep qui arrive au loin. C'est comme Mme Voorhees a tiré Brenda par la fenêtre, mais en même temps, elle était genre à 150 mètres de là, puis elle est revenue en Jeep. Ça marche pas. Ça serait le fun quasiment là, qu'en bout de ligne, on aurait eu peut-être un deuxième tueur ou quelque chose de même. On en reparlera dans quelques minutes, là, mais je trouve juste la logistique peu probable là, en bout de ligne que ça fasse du sens. Mais encore une fois, c'est un film, des fois il y a des choses qui se produisent pas au temps réel. Là. Peut-être que elle a vu Brenda dans la cuisine, puis que ça a peut-être été un petit peu plus long que ce qu'on a le temps qu'on passe avec elle en soi. Là. Peut-être qu'elle l'a checké son pouls, quelque chose de même, mais quelque chose qu'on voit pas à l'écran. Là. En tout cas, on va laisser ça sur cette idée-là, peut-être. C'est la seule explication que je peux me donner là-dessus, parce que si, mettons, on regarde ça en temps réel, puis que tout se produit à cette vitesse-là, ça n'a pas de sens. Fait qu'il faut trouver des petites choses là, qui n'ont pas été filmées, qui devaient s'avoir produit au travers de ça. Fait que c'est là qu'on va avoir officiellement là, la révélation là, de Madame Voorhees. On va la connaître, puis c'est un personnage qui va tomber de nulle part. On n'a jamais entendu parler de ce personnage-là, tu sais. C'est ça, c'est ça, c'est la meurtrière, puis on va voir tranquillement que, tu sais, elle arrive, puis c'est comme aussi, la madame, vous direz qu'ils ont essayé de faire une double personnalité avec elle. Elle est comme toute gentille au début, puis là, vous direz qu'il y a un petit bout où ce que tout d'un coup, elle clique, puis elle va virer carrément psychopathe.
Mais puis c'est pas long ce que Alice elle va allumer pendant qu'elle voit Madame Voorhees en train de délirer, ben tu vois qu'elle prend quelques pas par en arrière, elle allume assez rapide. Puis c'est ça, le fait que ça va être un peu un chat et la souris. Il va y avoir comme tous les autres moniteurs qui vont être placés un peu partout là, dans le terrain. Je veux dire, ça n'a comme pas de sens. C'est un peu l'idée qui a été volée de Halloween. Une fois que Laurie Strode a monté dans la maison des Wallace à la fin, où on voyait ses amis dans des placards, puis en tout cas un peu de n'importe où, ben c'est la même affaire. On voit Annie qui est dans la Jeep, on a Steve qui tombe d'un arbre, comme ça n'a pas rapport, puis c'est sûr, on avait vu Brenda passer par la fenêtre. Puis Bill déjà comme crucifié en arrière d'une porte. Mais toute la scène de la poursuite, je trouve que pas mal tout est quand même assez bien fait. C'est peut-être un petit peu trop long, mais en même temps, je peux comprendre à Alice non plus de juste pas la tuer sur place, juste un peu comme de la repousser puis essayer de se sauver. C'est pas une meurtrière en bout de ligne. Mais je comprendrais pas exactement pourquoi que Mme Voorhees, elle l'a pas comme tué sur le coup, puis elle a décidé de parler cette fois-là. Peut-être qu'en bout de ligne, c'est ça. C'est comme le dernier, puis à quelque part, peut-être qu'elle se calme un peu, ou je sais pas trop quoi exactement. J'essaie d'aider puis de trouver une logique un peu aux choses, parce qu'en bout de ligne, elle a eu plein d'opportunités, même avant, de la tuer. Je me dis juste, comme quand elle a tiré Brenda par la fenêtre, c'est sûr que Mme Voorhees était juste dehors, en bout de ligne. Puis moi, en regardant ça, m'avoir placé à la place d'Alice, elle s'est comme retournée quasiment à côté sur une fenêtre. C'est pas la place où ce que tu voudrais être, me semble. Juste par logique, en supposant que si, mettons, Mme Voorhees était juste en arrière, ben, elle aurait pu avoir un hache ou quelque chose de même, puis juste carrément la tuer sur place. Ce qui aurait été comme logique en bout de ligne que Mme Voorhees elle la tue plus tôt, puisqu'il était juste à côté, puis comme un peu l'effet de surprise. Mais en bout de ligne, c'est ça. Fait que Mme Voorhees a décidé qu'elle prenait son temps. Puis toute cette scène-là, en bout de ligne, je trouve que quand même si ça commence à être un petit peu long, je trouve que, tu sais, comme c'est... Je veux pas dire que ça finit pas, puis c'est éternel, mais il y a peut-être un petit bout que j'aurais peut-être coupé. Il y a genre 3 scènes où Alice a avoir poussé Madame Voorhees, la troisième définitive, mais peut-être qu'on aurait pu comme en combiner 2 ensemble. En tout cas, fait que c'est sûr qu'en même temps, Madame Voorhees qui parle comme pour la voix à Jason, puis voir un peu sa démence. Ça, je trouve ça pas pire aussi en voyant la lune. Puis c'est comme où ce que ça montre la solitude, tout le côté où ils sont comme enfermés. Puis il n'y a rien d'autre, qu'il n'y a pas de manière de s'en sortir, qui sont vraiment isolés. Puis j'aime beaucoup tout ça. Fait qu'éventuellement, Alice, elle va avoir ramassé le long couteau à Madame Voorhees, puis elle va la décapiter. Je trouve que c'est quand même efficace comme fin. Oui, on voit un peu les cure-dents qui tenaient la tête, puis tout ça. Mais c'est juste par l'idée de principe. Je trouve que c'est une manière assez directe de montrer qu'on se débarrasse vraiment du personnage. Mais c'est un peu, ça marche un peu dans les deux sens. Quand on voyait les deux moniteurs au début, ou même pendant tout le film, quand ils voyaient le tueur, on dirait qu'il était comme figé, puis il faisait rien quand il voyait Madame Voorhees approcher avec un arme. Il faisait comme figé. Puis c'est pareil pour Madame Voorhees. Aussitôt qu'elle voit Alice s'en venir avec son couteau, elle fait comme figé. Elle fait rien d'autre pour essayer d'empêcher Alice d'y couper la tête. Fait que je trouve que ça l'équilibre un peu des deux côtés. Il va y avoir Alice qui va, pour une raison ou une autre, décider qu'elle embarque sur le bateau qui était pas loin, puis elle va aller comme se cacher au milieu du lac en attendant le jour. Il va y avoir la musique de Manfredini qui va faire comme tout pour montrer que le calme est revenu, puis tout est bien beau, puis tout est bien calme. C'est sûr qu'avec des standards d'aujourd'hui,
on le sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais si on retourne dans le temps, en 1980, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment. On avait vu ça peut-être là, dans le film de Carrie quelques années avant, puis l'idée est prise de là. Mais en bout de ligne, là, ça servait juste là, dans le fond là, de redonner un dernier coup puis un dernier saut là, pour finir le film. Éventuellement, ben, ça va être le point qu'on va utiliser pour créer la franchise. Mais en bout de ligne, le but était juste de faire peur à l'audience et non là, de montrer là, que le petit Jason est en vie. Mais je vais retourner à ce que je disais tantôt. Tu sais, mettons là, que Brenda, elle a été tirée par la fenêtre, puis sa mère, finalement, Madame Voorhees s'en venait en voiture. Peut-être qu'on aurait pu utiliser ça aussi comme point que Jason était un accomplice. Je le sais pas exactement. Le film n'ira pas exactement ou les suites vont jamais arriver pour parler de ça. Mais je trouve que on aurait pu utiliser ça en bout de ligne. Là, que finalement, il était deux. Mais si maintenant il était deux, ben ça l'enlève carrément toute l'idée là, de Madame Voorhees qui veut venger son petit garçon. Mais encore là, peut-être qu'il n'en est pas mort, mais finalement, il a eu peut-être tellement peur ou traumatisé ce qui s'est passé au lac, que ça l'a fait virer fou ou folle. Mais en tout cas, le film là, nous dira pas que Jason est encore vivant. Ou plutôt que Jason est un accomplice. Mais c'est ça, effectivement, le film va nous dire à la scène, quand Alice va se réveiller à l'hôpital, qu'ils n'ont pas de trouvé là, de petits garçons dans le lac. Mais il faut comme un peu pas oublier que si mettons elle dit j'ai trouvé petit Jason dans le lac, tout le monde doit savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le lac plusieurs années avant, puis que c'est le petit garçon Jason Voorhees qui s'est noyé là, dans le lac. Il y avait même le trucker au début du film qui nous en parlait, qu'il y avait un petit gars qui s'était noyé. Fait que en bout de ligne, là, c'est probablement fait partie là, de la culture alentour du lac. Là. Mais en tout cas, je vais juste terminer le film sur un dernier point. Je n'ai pas parlé là, il y a quelques minutes, là, mais Madame Voorhees, que ce soit la meurtrière du film, on a essayé de nous montrer là, que c'était peut-être Ralph, le fou du village, que c'était peut-être Steve. Ou que même c'était peut-être le policier là, qui s'était pointé, là, qui les aimait pas tout à fait, là, qu'on avait vu là, au milieu du film. On nous a envoyé un peu là, des perches un peu partout. Mais finalement, c'est un personnage qu'on n'a pas vu depuis le début du film, là, qui est tombé un peu là, de nulle part. C'est sûr qu'on écoute le film, ok, ça se peut, c'est logique, ok, ça a du sens. Mais que le personnage n'est pas apparu du tout depuis le début du film, je trouve que c'est peut-être un peu triché. Je sais pas, tu sais, quand Annie s'est ramassée là, dans le restaurant au début, peut-être que ça aurait été une bonne affaire de peut-être l'avoir comme cook dans le restaurant ou juste au pire l'avoir assis à côté au restaurant ou je sais pas trop quoi. Peut-être pas de faire un gros plan sur elle, tu sais, juste qu'on la voit sur le coin de l'écran sans que nécessairement qu'on en fasse mention ou quelque chose de même. Mais je trouve que c'est ça. C'est un peu triché en bout de ligne. C'était à peu près impossible de pouvoir deviner c'est qui la meurtrière. Puis c'est un gros point faible là, sur le film. Mais encore là, c'est pas un film qui est fait vraiment pour qu'on trouve nécessairement la réponse. Là. C'est pas un film policier. Mais je trouve que ça aurait juste aidé au film là, de connaître un peu le personnage là, au lieu de nous arriver avec quelque chose là, à la fin qui je vais omettre le titre de tricherie.
Alors, en conclusion, c'est un film que je vais endosser haut la main. Je veux dire, c'est un très bon verre. Oui, il y a un problème, comme que je viens de dire, là, au niveau là, de la meurtrière. Ça aurait été le fun là, d'avoir vu le personnage au début. Peut-être que, je veux dire, ce serait encore un meilleur verre. Juste comme avoir eu un peu... juste nous avoir balancé le personnage un peu gratuitement, peut-être, là, dans le nowhere. Puis qu'on puisse arriver et dire, ben ok, ben c'était elle. Puis qu'elle l'a su à partir de là. Là, on nous est arrivé avec un personnage qu'on savait pas c'était qui. Puis c'était un petit peu... Un point négatif sur le film. Par contre, c'est un des seuls points négatifs du film. Le point de vue ambiance, la manière que ça a été filmé, tout est pas mal parfait en fait d'ambiance. Tout est très bien fait. C'est un film qui est quand même captivant là, du début à la fin. C'est pas un film d'horreur que je vais mettre au même niveau qu'Halloween. Il faut juste quand même là, me comprendre. Je veux dire, il y a des films plus tard là, dans la série là, que pour moi ça va être tout le temps là, les films d'horreur que je vais revenir assez souvent. Là. Mais ça reste quand même un très film qui est très solide. Pour le peu qu'il est, c'est juste un petit film indépendant qu'il essaie juste de faire ce qu'il fait, puis ce qu'il fait, il le fait quand même assez bien. Et en même temps, je dirais que c'est un peu le devoir de tout fan du genre du film d'horreur. C'est un devoir d'écouter ce film-là pour ce qu'il vaut. Pour le genre, c'est pas mal un moment marquant là, dans toute l'histoire du film d'horreur. Il y a comme un avant et un après du film d'aujourd'hui. Ça va être le départ du genre slasher. Oui, on l'avait vu avant. Mais ça va être comme le point où ce que vraiment on part officiellement puis que les prochains films là, qui vont sortir du genre slasher vont être plus des copies de Vendredi 13 que des copies de Halloween. C'est là où on va arriver puis qu'on va dire on fait un film d'horreur profitant du succès là, de Vendredi 13. Le film a été quand même un bon succès, puis ça a tout de suite ouvert le chemin pour avoir une suite. Ce qu'on va parler dans le fond là, au prochain podcast là, que je vais faire sur Vendredi 13. Mais comme j'ai dit au début du podcast, je ferai pas ça à chaque semaine. C'est que je vais parler là, du film de Vendredi 13 2, chapitre 2 ou Le tueur du vendredi. Mettez-y le nom que vous voulez. Je vais en parler là, dans quelques semaines. Mais ça aujourd'hui, c'est ça. Je faisais le premier chapitre qui a eu 40 ans cette année, qui est malheureux que pour l'instant, on n'a pas encore là, de suite planifiée là, pour le 40e anniversaire, puisque c'est une série qu'on va apprendre là, en faisant là, la rétrospective, là, ça va passer à quelques étapes sur la série Halloween. Il l'aura pas fait à son 40e anniversaire. Le problème en ce moment, là, c'est qu'il y a une bataille juridique entre le réalisateur Sean Cunningham et Victor Miller, l'écrivain du premier film, puis de savoir qui a vraiment les droits là, avec le personnage de Jason Voorhees. C'est une histoire un peu élaborée, puis des questions là, de droits là, de créatifs. Puis qui ça appartient, puis en tout cas, c'est un peu élaboré, là, mais en tout cas, éventuellement, on en parlera en plus gros détail une fois que peut-être qu'on fera là, le vendredi 13e de la série. Mais ce sera pas pour tout de suite. La seule affaire qu'on peut faire en ce moment, c'est de parler là, de la série qui est déjà là, qui a commencé en 1980. Alors, d'ici le prochain épisode, l'ordinateur dit bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes,
dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.